Bonjour, merci à vous de me regarder et de m'écouter. Donc je me présente, je suis Édouard Karoubi, je suis médecin gériatre PH sur les hôpitaux de Paul Brousse et de Bicêtre. Et donc nous allons faire ensemble cette première conférence de gériatrie où les principaux items abordés vont être démence, maladie d'Alzheimer, qui est surtout la maladie à savoir, la démence à savoir, puisque les autres démences sont juste en orientation diagnostique, la confusion, les chutes à répétition du sujet âgé, et la dénutrition. Donc nous allons voir le premier dossier clinique progressif. Donc vous accueillez aux urgences monsieur L, 84 ans, pour chute et station prolongée au sol pendant toute la nuit, dans un contexte de chute à répétition. Il est porteur d'un pacemaker et d'un adénome de la prostate. Question 1. Quelles sont les complications directes de la chute que vous recherchez à l'accueil du patient? Les réponses sont plaies, escarres, traumatisme crânien et fracture. On va revoir là pour la décompression cardiaque. Donc selon l'HAS et en pratique, les conséquences directes d'une chute à rechercher sont classiquement plaies, fractures, traumatisme crânien et saignements cérébraux. On englobe dans les complications de la station prolongée au sol la rhabdomyolyse, la déshydratation, les escarres ou les points de compression, la pneumopathie d'inhalation, l'hypothermie. Aussi, conséquence directe des chutes, et qu'on verra plus tard qui peut être un facteur de risque de chute, le syndrome post-chute. Pour la décompression cardiaque, ce n'est pas une conséquence directe de la chute, mais plutôt soit une étiologie de la chute, ou soit une complication tardive si le patient est resté 24 à 48 heures. Par la suite, votre examen clinique met en évidence une impotence et un raccourcissement du membre inférieur droit, une désaturation avec un des crépitants en base droite et une matité pelvienne sensible à la percussion abdominale. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Une pneumopathie d'inhalation et une rétention aiguë d'urine. Piège. Parfois, on aura dans les énoncés, il faut bien les lire les énoncés, fracture du col huméral droit. Voilà, vous partez à fond, vous pensez que c'est fracture du col fémoral droit et non, c'est fracture du col huméral. Un petit piège. Donc effectivement, là, on a une clinique évocatrice d'une pneumopathie de la base droite et d'une rétention aiguë d'urine. Il faut être simple, il ne faut pas chercher des complications. Les diagnostics sont souvent les plus fréquents et on veut que vous puissiez évoquer les éléments les plus simples. Pour une péritonite, il faudrait des signes de défense et contracture, même si parfois on peut avoir une sémiologie un peu particulière sur le sujet âgé. S'il n'y a plus de muscles à cause d'une dénutrition, il n'y a pas de défense et contracture, mais il faut être simple. L'embolie pulmonaire, voilà, il ne faut pas la chercher partout. Il y aura quand même dans l'énoncé des signes évocateurs, soit des troubles de la coagulation, des signes associés de phlébite ou de décompensation cardiaque. Voilà, un foyer de crépitant, c'est en faveur d'une pneumopathie. Et là, comme je vous dis, le piège, bien lire l'énoncé, ce n'est pas une fracture du col fémoral, mais huméral qui était dans l'énoncé. Bon, c'est un peu vicieux, mais il faut vous entraîner à bien lire. Question 3. Vous suspectez une rhabdomyolyse. Quel bilan étiologique demandez-vous aux urgences? Réponse, CPK, créatinine, potassium. Vraiment, l'élément biologique qui diagnostique la rhabdomyolyse est le CPK. Puis si on a des CPK qui sont supérieurs à 5 fois la normale, c'est en faveur d'une rhabdomyolyse. En pratique, la myoglobine n'est pas du tout pertinente parce que ce n'est pas un bon marqueur biologique. Elle monte très vite et elle redescend, elle se normalise rapidement. Donc en pratique, on n'utilise pas. Créatine et potassium permettent de rechercher la principale complication de la rhabdomyolyse, qui est l'insuffisance rénale aiguë, plus ou moins une hypercalémie. Pour la HAS, la biologie, les deux examens biologiques à demander sont CPK et créatine. Parce que le potassium, en lui-même, n'est pas un élément de gravité. C'est surtout sur le CG qu'on peut avoir le retentissement de l'hypercalémie, et là, c'est une urgence. Bon. 3 jours plus tard, vous retrouvez le patient dans votre service. Il présente une marche en rétropulsion avec des petits pas. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Donc, on se retrouve à avoir des hypothèses diagnostiques devant une marche à petits pas. Donc, les hypothèses diagnostiques devant une marche à petits pas sont la maladie de Parkinson, un syndrome de régression psychomotrice, une hydrocéphalie à pression normale. Là, je vous ai mis à peu près la plupart des étiologies qui peuvent être évoquées pour une marche à petits pas. Donc, l'ensemble des syndromes parkinsoniens, maladie de Parkinson, style Richardson, avec une paralysie
la verticalité du regard ou un Parkinson vasculaire. Un état lacunaire, donc conséquence de multiples micro-AVC, une hydrocéphalie à pression normale, le syndrome post-chute. On peut avoir aussi une polyarthrose sévère. Quand vous avez des coxarthroses bilatérales et gonarthroses bilatérales, effectivement, ça vous limite dans votre marche. Et un syndrome frontal. Attention, parfois on peut retrouver dans les cours aussi des déficits musculaires, à ne pas confondre avec les myopathies, où là les myopathes ont une démarche un peu en canard dandinante. Donc c'est pas pareil. Je reviens là juste pour le syndrome pyramidal et maladie ménière. Non, le syndrome pyramidal, ce n'est pas une marche à petits pas. Il y a un steppage, il y a votre pied qui traîne. Et puis la maladie ménière, ça n'a rien à voir. On est plus dans un syndrome vestibulaire avec des vertiges. Donc on a une instabilité, mais on n'a pas de marche à petits pas. Question numéro 6. Pour un syndrome post-chute, que recherchez-vous? Alors, les réponses sont des antécédents de chute à répétition, une angoisse de tomber et une hypertonie oppositionnelle. Effectivement, le syndrome post-chute ou syndrome de régression psychomotrice associe un tableau moteur qui est une rétropulsion, une marche à petits pas, une hypertonie oppositionnelle. Hypertonie oppositionnelle, c'est-à-dire quand le patient a peur. Donc quand on essaie de le verticaliser, il vous oppose une résistance. À la différence de l'hypertonie plastique de la maladie de Parkinson, vous avez une roue dentée, et l'hypertonie spastique, qui est la séquelle d'un AVC, qui est irréductible. Donc vous essayez de déplier, vous n'y arrivez pas, et ça revient en position. À ce tableau moteur s'associe un tableau psychologique, avec une angoisse de tomber, avec cette peur du vide, qui peut aller vraiment jusqu'à des attaques de panique. Donc là, je vous montre une vidéo d'un syndrome post-chute. Donc vous avez une patiente, là voyez-vous, elle a du mal à se lever parce qu'elle a peur, elle a besoin de l'aide de 2 rééducateurs. On pourrait croire qu'il y a un freezing, mais non, elle a peur et elle démarre. On a une marche à petits pas avec une rétropulsion. Donc ça donne vraiment l'impression d'avoir un syndrome parkinsonien. Donc le piège, c'est vraiment le piège de confondre un syndrome post-chute avec un syndrome parkinsonien. Parce que là, vous allez dire « Ah, c'est du Parkinson, mot de part », vous rajoutez le traitement et vous aggravez la situation. Donc c'est vraiment, il faut bien voir la vision globale du syndrome avec donc, cette hypertonie oppositionnelle et ce contexte d'angoisse de tomber. La suite. À l'interrogatoire, vous apprenez que le patient est célibataire, vit seul. Hypertendu, traité par un IEC, un bêta-bloquant, un inhibiteur calcique. Il prend des benzodiazépines midi et soir. Au changement de position, il a parfois la tête qui tourne. Il a des œdèmes des membres inférieurs qui ne prennent pas le godet et qui se majorent en fin de journée. Question 7. Quelle est la situation à risque de chute grave que présente ce patient? La réponse, isolement socio-familial. Donc cette notion de situation à risque de chute grave est importante parce que premièrement, elle est dans la fiche HAS et puis tous les autres cours ne l'ont pas tous. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est 3 situations où s'il y a une chute, les conséquences peuvent être potentiellement graves. Les 3 situations qui existent, c'est la prise d'anticoagulants à dose curative, effectivement le patient tombe, on risque d'avoir une complication hémorragique, l'ostéoporose, le risque de fracture et l'isolement socio-familial qui, attention, on va le retrouver aussi dans les facteurs de risque de chute, peut entraîner des risques de station prolongée au sol. Souvent dans les dossiers, l'isolement socio-familial, comme on le voit, soit dans le dossier ici, c'est il est célibataire, ou soit il y a une notion qu'il n'y a qu'un seul enfant qui vit soit à l'étranger ou éloigné. Là, on considère comme isolement socio-familial. Maintenant, quels sont les facteurs de risque de chute chez ce patient, qui est différent des situations à risque de chute grave? Dans ce dossier, ce sont tout cela. Iatrogénie, isolement socio-familial, décompensation cardiaque, hypotension orthostatique, chute à répétition. Là, je vous ai pas mis 0 parce que vous voyez, dans votre cours, vous avez les situations, dans les facteurs de risque de chute, il y a prédisposants, précipitants, environnementaux. Et les 4 stars à ne pas oublier, c'est vraiment ça. Dans un dossier de chute, et pourquoi? Parce que c'est aussi dans la pratique, hein, c'est les plus fréquents, donc il ne faut pas les oublier. C'est vraiment très rentable, aussi bien dans un dossier
que dans la prise en charge de la vraie vie d'un vrai patient. Parce que c'est ça, on se rappelle, ce sont des dossiers qui vous mettent dans des situations de vraie vie. On veut que vous sachiez vraiment gérer un patient normal. Donc c'est l'hypotension orthostatique, hyper fréquent et très rentable, la iatrogénie, le syndrome post-chute, qui est à la fois une conséquence et un facteur de risque de chute, et l'isolement socio-familial. Cela, il ne faut pas les oublier. Question 14. Comment prenez-vous en charge l'agitation et les hallucinations de ce patient aux urgences en premier lieu? Antipyrétique, antibiotiques. Ce sont les bonnes réponses. Le piège, c'est comment il formule la question. Effectivement, le traitement agitation et hallucination sont les signes de la confusion. Et le traitement de la confusion est le traitement étiologique. Donc, à l'ECN et même au quotidien, quand il y a une confusion, on ne traite pas les troubles du comportement de la confusion par des psychothérapies, par des psychotropes et par la contention. Non, c'est le traitement étiologique. Donc ici, ça sera antibiotique, antipyrétique et dérivation des urines. Mais le piège, c'est effectivement, c'est une dérivation des urines, non pas par voie basse, comme ce qui était dans la réponse D, mais par un cathétérisme subclien. Et là, effectivement, si vous prescrivez sondage urinaire par voie basse, alors qu'il y a une prostatite, c'est une contre-indication, c'est 0. Et effectivement, en première intention, contention et vasodiazépine ne sont pas évoqués. Il est possible d'évoquer dans la gestion de troubles du comportement d'agitation d'un patient confus la contention et benzodiazépine si elle arrive en deuxième ou troisième ligne. C'est-à-dire que malgré les traitements étiologiques, malgré votre première prise en charge, ce n'est pas suffisant, le patient est ingérable. Mais ça sera généralement bien apporté, bien cadré dans le dossier par énoncé. Donc pas en première intention, contention et benzodiazépine. Dernière question. Quelles sont les conditions pour que ce patient puisse bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie? Plus de 60 ans, les bonnes réponses, et perte d'autonomie avec un niveau agir inférieur ou égal à 4. L'APA, je vous rappelle, allocation personnalisée d'autonomie, c'est une prestation financière qui vous permet d'obtenir des aides à domicile ou en EHPAD de financer le forfait dépendance. Donc c'est une compensation financière. Pour les patients de plus de 60 ans, c'est un peu l'équivalent pour les moins de 60 ans de l'allocation adulte handicapé. Pour pouvoir prétendre à l'APA, il faut résider sur le sol français depuis plus de 3 mois, avoir une perte d'autonomie évaluée par la grille Agir inférieure ou égale à 4. Voilà. Maintenant, le montant de l'APA va dépendre de votre niveau de dépendance, donc 4, 3, 2, 1 sur la grille Agir, et aussi de vos revenus. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura un niveau Agir à 1, mais qui aura des revenus assez élevés, il n'aura pas l'APA. Quelqu'un qui aura des faibles revenus et effectivement un score inférieur à 4 aura droit à l'APA. Recevra une aide financière. Et effectivement, et si on est au-delà de 4, il n'y a pas d'APA. Voilà. Donc ça, c'était le premier dossier.